la possibilité même de créer, de renouveler, de partager les valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue au Palais de l'éducation de ce jour. L'acculturation, un phénomène qui détruit nos communautés, est le thème qui attire notre attention cet après-midi. Mes invités et moi, nous sommes là pour en débattre. Joseph Detitia Balouki, docteur en philosophie politique et sociale. Vous êtes aussi porte-parole de l'AMP. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à vos téléspectateurs et heureux de vous retrouver encore une fois ici. Comment allez-vous? Je vais très bien et j'espère que vous êtes en bonne forme actuellement. Merci. Bonsoir, monsieur Auguste Anagban. Vous êtes journaliste et patron d'entreprise. Comment allez-vous? Oui, bonsoir, je vais bien, je me porte à merveille. Et comme on est au Togo, on se dit, ça va bien. Ça doit vraiment aller. Et donc, comme je le disais tantôt, le thème de notre rencontre de cet après-midi est l'acculturation, un phénomène qui détruit nos communautés. Donc, sans plus tarder, je voudrais poser la première question à un docteur qui est, qui est ici. Et il est dans la politique et la philosophie. Donc, cette question lui sera la bienvenue. On ne peut pas parler, bien évidemment, de la culturation sans connaître sa définition. Qu'entendez-vous par là, monsieur? Alors, encore une fois, je vous dis merci pour l'occasion que vous nous donnez d'en débattre sur des sujets d'actualité de nos vies. Et je me retrouve au Palais de l'Éducation. Je suis heureux d'y être. Pour éduquer toute une nation. Toute une nation. Merci. Pour revenir à votre question, Oui. je dirais que l'acculturation est un processus dynamique qui consiste entre deux cultures ou entre deux individus de se passer des traits culturels. Et pour aller encore plus en détail, on peut dire que l'acculturation se fait dans une double direction, c'est-à-dire que j'apprends de X et X apprend de Y. Voilà, donc pour me résumer, je dirais que c'est le processus par lequel des modes de vie, des modes de parler, des codes vestimentaires d'une culture peuvent passer d'une culture à une autre. On se permet de dire souvent que c'est habituellement d'une culture minoritaire vers une culture majoritaire. Mais ce qui est sûr, ce qui est fondamentalement qu'il faut retenir là-bas, c'est que l'acculturation consiste à une dynamique entre deux groupes culturels qui se passent des traits culturels. Merci. Quand on est avec les philosophes, les thèmes viennent quand cela se doit. Donc, je vais trouver un confrère, et Auguste Anagban, et vous êtes journaliste, et je sais que vous touchez à tous ces points, et on ne peut pas parler de l'acculturation sans connaître sa définition. Donc, essayez de nous donner une définition par rapport à ce thème. Bon, comme mon frère philosophe a déjà bouclé beaucoup de choses, je me retrouve déjà dedans dans son intervention. Mais moi, je dirais plutôt que c'est pas le moyen, le processus par lequel une personne ou bien un groupe d'individus assimile les cultures étrangères à la sienne, quoi. Donc, la manière de s'habiller, de parler même, des fois, il y a des gens qui se retrouvent, qui disent, souvent ce sont les Togolais qui font ça. Le Togolais n'a pas un accent, bis. Vraiment, Et oui. le Togolais apprend tous les accents. Oui. Il est là, si un Ivoirien parle, en même moment, le Togolais parle l'accent de l'Ivoirien. Donc, c'est un peu le mélange de tout, quoi. Parce que je peux ajouter. Mais l'Ivoirien, lui, ne le fait pas comme ça. Ah oui, il a son accent. Mais le L'Ivoirien Togolais n'a pas son accent. se différencie par son accent. Oui. Bon, Mais le Togolais est spécial. Et le Béninois. Le Béninois aussi. C'est le Togolais qui est spécial et qui a plusieurs accents. Donc, on dirait que le Togolais est technicien de l'apprentissage de langue. Ah oui. Merci. Et qu'est-ce qui est vraiment à la cause de ce phénomène, mon docteur? Alors, pour revenir éventuellement aux causes qui peuvent expliquer le phénomène de l'acculturation, nous pouvons évoquer tout de go
d'abord ce qu'on peut appeler l'exode rural. L'exode rural. L'exode rural, ce que nous avons appris dans les classes élémentaires où Oui. des groupes d'individus ou des individus quittent habituellement une zone moins vivable qu'on peut appeler campagne ou village vers des centres un peu plus urbains. Donc, en quittant mon milieu de départ ou entre griffes d'origine, je pars avec moi avec un certain nombre d'éléments culturels. Donc, je viens dans un milieu qui a aussi des éléments culturels. Oui. Voilà le premier élément que je peux avancer. Et le contact avec mon départ et la culture qui m'héberge aujourd'hui, qui devient mon hôte aujourd'hui, il se crée à un moment donné ce qu'on peut appeler l'acculturation, parce que je suis appelé à m'adapter à la culture nouvelle qui m'accueille ou le lieu géographique qui m'accueille, qui a aussi ses traits culturels. Le deuxième élément que je peux évoquer, il est beaucoup plus remarqué chez ceux qui on peut qualifier entre griffes d'immigrants illégaux ou clandestins. Vous êtes africain, vous vous retrouvez dans les parages de Lampedusa ou de l'Espagne. Vous partez de chez vous, de votre contrée, avec un certain nombre d'éléments. Donc on peut dire que l'exode rural, c'est encore beaucoup plus restreint dans un pays. Mais la deuxième cause, beaucoup plus visible qu'on peut remarquer ou noter, c'est beaucoup plus la question de l'immigration clandestine. Le troisième élément aussi qui peut être mobilisé pour expliquer le phénomène de la culturation, il y a la recherche du pain quotidien, le gain. Oui. Ou mieux, ce qu'on peut appeler la pauvreté dans ma situation de départ, qui m'amène à espérer un Eldorado ailleurs, mieux que là où je vivais. Donc du coup, la recherche peut-être d'un emploi stable, la recherche d'une vie meilleure, peut être mobilisée pour donner comme l'une des causes de la culturation aujourd'hui. Le dernier élément que je peux aussi avancer, vous savez, je venais de donner la pauvreté, la recherche de l'emploi stable et tout ça. Je peux quitter de moi, même pas forcément motivé par la recherche d'un emploi, pour aller dans un autre milieu, donc à la découverte d'un autre milieu. Et peut-être que quand j'arrive, je décide de me standardiser là-bas, de devenir un membre de cette communauté. Et là, j'apprends de cette communauté. Elle aussi, elle apprend de moi. Maintenant, nous allons voir à la suite, est-ce qu'elle apprend de moi vraiment ou bien c'est moi qui apprends d'elle et finalement que je disparais. Peut-être qu'au cours de l'émission, on va en parler. Donc, si je veux revenir à vos questions, je vais me résumer. Et mon frère va peut-être agir là-dessus. Je peux évoquer premièrement les zones rurales, deuxièmement l'immigration clandestine, troisièmement la recherche d'un emploi, quatrièmement peut-être la pauvreté dans la zone de départ et cinquièmement ce que je peux appeler l'envie de découvrir, la découverte de notre milieu, la découverte de notre espace géographique. Donc les problèmes sont multiples. Les problèmes sont multiples, les causes sont multiples. Les causes, vraiment, elles sont multiples. Tout je vais poser la même question à Auguste Anagban. Qu'est-ce qui cause ce phénomène? Bon, mon frère, il a tout dit quand même. Parce que quand on prend vraiment quelqu'un qui veut s'adapter, qui veut quitter son milieu, il n'y a pas quelque chose qui le pousse, hein, mais il veut juste aller découvrir un milieu. Par exemple, nous les jeunes actuellement, mois d'octobre, toi tu verras les jeunes au niveau du service de passeport, ils sont tellement nombreux et tu n'as même pas la place pour pouvoir aller. Et ces jeunes, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est pour aller chercher de l'Eldorado. Et quand ils rentrent là-bas, quand ils vont dans un autre pays, et ils se faufilent dans la masse et puis ils apprennent rapidement et ils s'adaptent à la culture parce que ceux chez qui sont allés, ces gens-là aussi marchent avec la tête. Donc il faut aussi que moi aussi je marche avec la tête. Alors oubliant qu'on a une culture derrière et qu'on doit normalement imposer notre culture là où on va. Donc je crois que je ne vais pas encore aller en plus de détails. Oui, je reste toujours avec vous. Peut-on avoir honte de sa propre culture? Non, pourquoi avoir honte? Mais c'est le cas aujourd'hui. Moi, par exemple, je suis de Tchévier. Et je sais que j'aime... Vous êtes fier de l'être? Ah oui, et j'aime bien l'haricot. Parce que c'est une fierté pour moi. Oui. Je ne peux pas dire... Avec de l'huile rouge. Ça, c'est ça même, c'est avec de l'huile rouge. Et aujourd'hui, si je vais en France, moi, je ne vais pas oublier que je viens de quelque part où j'ai honte de ce que je mange. C'est plutôt moi, je vais imposer ma culture à ces gens-là pour qu'eux aussi mangent le VI ou bien le haricot que moi je mange et je trouve le bonheur dedans.
Donc moi, je n'ai pas honte. Oui, et pour cette question d'acculturation, il arrive à un moment donné que le jeune, ou bien quelqu'un se dit, moi je ne connais plus la langue de chez moi, je n'arrive plus à parler la langue de chez moi. Est-ce que, étant donné que vous êtes originaire de Tchédji, et là vous êtes fier de l'être, est-ce que si vous rencontrez un tel problème, vous rencontrez un ressortissant de Tchédji qui vous dit maintenant, Auguste, moi je n'arrive plus à parler la langue de Tchédji, et qu'est-ce que cela va vous dire? C'est parce qu'il a perdu son identité, simple. C'est très simple. Il a perdu son identité. Parce que même si vous ne comprenez pas la langue et vous savez que vous venez de quelque part, il faut d'abord aller à la source, chercher à comprendre la langue de ton milieu. Maintenant, dire que non, on ne m'a jamais amené au village, donc ça veut dire que je ne dois pas connaître mon milieu. Ça, c'est une perte d'identité, je peux dire simplement. D'accord. Et docteur Joseph, est-ce qu'on peut avoir honte de sa propre culture? La même question à vous. À cette question, Auguste a donné la réponse spontanément. Normalement, non. Parce que se revendiquer de sa culture est une fierté en fait. Mais qu'est-ce qui peut t'amener à avoir honte de ta culture? Peut-être quand si on creuse, peut-être individuellement ou collectivement, certains peuvent avoir des raisons. Mais pour rester simplement à votre question, je dirais qu'on ne doit pas avoir honte de sa culture. D'ailleurs, on doit même s'enorgueillir de venir de là, d'appartenir à ce trait culturel-là, à cette dimension culturelle-là, qui me différencie des autres, qui fait ma particularité, qui fait ma singularité, qui fait ma force, on peut dire. Donc, être dans un milieu et avoir honte, on peut comprendre chez cet individu peut-être qu'il développe des complexes. Un certain nombre de complexes d'infériorité, peut-être mentalement, sur le plan psychologique, mais en réalité, dans les faits, il n'y a pas de complexe en réalité. C'est peut-être dans sa manière de voir qu'il y a ce complexe qui fait que peut-être il s'identifie à une culture qu'il a accueillie et qu'il trouve que sa culture n'est pas peut-être entre griffes à la page. Elle ne répond pas peut-être aux standards, comme s'il y avait des standards par rapport aux cultures pour appréhender une culture, comme si elle ne répond pas aux standards internationaux. Il venait de dire tout à l'heure dans la définition de l'acculturation que le Togolais a cette capacité-là, cette facilité d'apprendre, de s'adapter, de prendre l'accent de l'autre et tout ça. Moi, je prends ça beaucoup plus dans le sens d'un atout. Oui. Mais maintenant, si on ne peut pas quand même ignorer que, même si on le prend dans le sens d'un atout, ça peut être aussi quelque chose que le Togolais développe en lui en disant, bon, m'adapter à l'autre en parlant avec son accent, peut-être c'est ma manière à moi d'être plus proche de lui. Oui. Voilà, donc je dirais simplement que avoir honte de sa culture, ça peut avoir des raisons, mais habituellement, c'est peut-être des complexes que les gens développent. Mais cela peut être lié au fait historique, parce que dans mon milieu, s'il y avait eu des choses qui ont sali, et peut-être l'image de mon milieu, il ne faudrait pas que je l'affiche ailleurs. Donc, vous êtes dans... Est-ce que vous convenez avec moi que cela peut être lié à ça? Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je venais de dire tout à l'heure que parfois c'est peut-être un complexe psychologique ou mental que les gens développent, mais parfois aussi peut être lié à un fait historique qui nous tient, qui régente nos comportements, nos relations avec nos voisins, peut-être les plus immédiats, au point que lorsque je suis dans un groupe quelque part, je me retrouve dans un espace quelque part, le fait peut-être puisque l'acculturation ou la culture fait le lien avec la langue, le fait de m'exprimer dans cette langue, je me rappelle qu'en fait, peut-être qu'il y a eu des différends entre ma communauté et peut-être la communauté dans laquelle je me retrouve aujourd'hui, au point que je ne suis pas à l'aise de m'exprimer pour qu'on dise que, ah, peut-être que c'est un Kabien, c'est un névé, ou bien c'est un névé de Tchévier, c'est un névé de... Donc, pour être un peu plus à l'aise, je développe ce complexe. Et peut-être je me range derrière la langue officielle, peut-être chez nous, le français. Et là, je suis dans mon coin sans que les gens m'identifient à une culture ou à une communauté donnée. Donc, c'est possible cette dimension. D'accord. Et docteur Balouki, quand on parle de la culture, on parle nécessairement du culte.
on parle de la tradition, on parle de l'ethnie, on parle de la langue. Et donc, c'est le pourquoi je vous attaque directement avec toute cette question ou bien tous ces éléments parce que je sais que vous êtes dans le social et la politique et votre je dirais votre association ou bien votre mouvement LAMP traite de tous ces genres de choses. Donc c'est pour cela que je voudrais vraiment que vous reveniez et un à un, vous allez prendre les thèmes. Et qu'est-ce que le culte, qu'est-ce que la tradition, qu'est-ce que l'ethnie et qu'est-ce que la langue. C'est vraiment tout un ensemble de questions, mais on va tenter d'élucider pour que nos téléspectateurs puissent mieux nous suivre. Oui. Je dirais que d'abord, lorsqu'on parle d'acculturation, il faut faire référence d'abord à la culture. Oui. Et la culture, je dirais simplement que c'est l'ensemble des modes de vie et des traits caractéristiques d'un milieu donné. Oui. Quand on revient, donc la culture se présente comme un élément d'ensemble, Oui. Un groupe dans lequel se retrouve, je peux dire, la langue, Oui. qui se veut être des codes linguistiques Oui. propres à un milieu donné, Oui. à travers lequel les interlocuteurs, les tenants de cette langue se retrouvent en désignant, voici la table, voici la chaise, voici le lit, voilà. Donc c'est des traits propres à un milieu donné. Donc que ce soit la culture, la langue, ce sont des constructions sociales. C'est-à-dire qu'elles naissent quelque part, elles suivent leur mouvement et elles peuvent disparaître à un moment donné. Et peut-être que je vais aller encore plus loin avant de revenir à la définition de l'ethnie, peut-être Le culte. et du culte. Et la tradition. Je disais tout à l'heure que la culture, la langue disparaissent parce que pour qu'une culture ou une langue perdure dans le temps et dans l'espace, il faut que les interlocuteurs soient là. Je fais alors cette parallèle pour revenir à la question de l'ethnie. Vous savez, lorsqu'on vous pose, avant de me poser la question tout à l'heure, Joseph, qu'est-ce que tu entends par ethnie? Spontanément, on croit savoir ce que c'est que l'ethnie. Oui. Mais lorsque vous posez la question, vous vous mettez dans un embarras total. Au point que ce qu'est l'ethnie, fondamentalement, on peut ne pas le savoir. Mais je vais tenter, puisque nous sommes là pour débattre, je vais tenter, et peut-être Auguste sera sa contribution normale ou quelque chose comme ça, pour qu'on puisse mieux éclairer davantage. Oui. En fait, l'ethnie renvoie à un groupe d'individus, se considérant comme d'une descendance naturelle, Oui. appartenant à un même code langagier, donc la langue. Deuxièmement, à un espace géographique donné. Et, c'est le quatrième point qui est très important, celui que je vais donner, se considérant ou conscient d'appartenir à cette ethnie, à cette langue, à cette culture. Oui. Donc, l'appartenance, la conscience d'appartenance est un élément fondamental dans la définition de l'ethnie. Alors, lorsque j'évoque, vous m'avez demandé qu'est-ce que l'ethnie, et je donne 4 traits de l'ethnie. Oui. Vous voyez que finalement, vous êtes même tenté de me demander, finalement, dans tout ce que vous avez dit, c'est quoi l'ethnie? Oui, c'est quoi la définition? C'est quoi la définition? Les socio-anthropologues et les philosophes qui sont essayés à cette question se disent quand même que il y a 3 caractéristiques qu'on peut dégager. C'est d'abord que l'ethnie, les membres de l'ethnie se disent qu'ils émanent d'un même descendant, donc un trait biologique commun à eux. Deuxièmement, c'est que c'est un trait culturel, donc qui est lié à la langue. Troisièmement, c'est la conscience d'appartenance. Maintenant, lorsque je l'évoquais, en fait, il va vous sembler que c'est comme si je suis en train de décrire l'ethnie. Mais je ne dis pas qu'est-ce que l'ethnie en elle-même. Alors, c'est là où des auteurs comme Max Weber et Tonime Bilakani, qui a sorti récemment, c'est le responsable de notre laboratoire à la structure de recherche universitaire LAMP. Il a sorti un ouvrage récemment en 2021, publié aux éditions Harmattan, intitulé « L'ethnie, le pouvoir politique en Afrique ». Et donc, dans cet ouvrage, vous vous rendez compte que
finalement, lorsqu'on demande, est-ce que aux anthropologues, aux sociologues, aux philosophes, à tous ceux qui s'intéressent aux sciences sociales en lien avec la question d'ethnie, tout le monde tente éperdument de décrire l'ethnie et non de donner la définition de l'ethnie. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que ça soulève chez les membres de cette contrée, de cette culture, une conscience d'appartenance à quelque chose. Et donc, quand on a conscience d'appartenance à quelque chose, ça veut dire qu'on se revendique des traits culturels, des codes langagiers de ce milieu. Oui. Finalement, l'ethnie peut être, entre griffes, si on revient à la question qu'est-ce que l'ethnie, ça peut être un fourre-tout. C'est-à-dire que tout le monde peut mettre tout ce qu'il veut dedans. Oui. Et finalement, on se rend compte qu'il n'est pas en train de dire qu'est-ce que l'ethnie, mais il nous rend comment perçoit-on l'ethnie dans la société. Donc finalement, je reviens à votre question pour dire que tout mon développement que je viens de faire tout à l'heure amène le téléspectateur qui nous suit, qu'il considère davantage peut-être la question comment l'ethnie se perçoit, comment l'ethnie se conçoit, que de dire qu'est-ce que l'ethnie. Parce que finalement, c'est beaucoup de choses et en même temps rien. Oui, justement. Voilà, c'est beaucoup de choses et en même temps rien. Et donc, c'est quoi le culte? On peut dire que le culte émane, bien entendu, je venais de dire, de la culture. Oui. Dans une société donnée, dans un espace géographique donné, lorsque vous appartenez à une culture, donc nous avons dit ensemble de modes de vie, ensemble de codes vestimentaires d'un milieu donné, quand on dit mode de vie, ça a trait à ce qu'on peut appeler la tradition. Oui. Ça a trait à ce qu'on peut appeler le culte. Oui. Donc le culte, c'est l'ensemble peut-être entre griffes des rites propres à ce milieu-là, Oui. et qui se revendiquent comme tel et qui se perpétuent de génération en génération. Et donc, qui dit rite, qui dit culte, qui dit tradition, qui dit culture, dit alors qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'y connaissent, qui sont censées, entre griffes, ça doit être spontanément les parents, qui sont censés le transmettre aux générations qui suivent après eux. Donc, le culte, c'est beaucoup plus dans le sens de comment est-ce qu'on conçoit, pour les milieux qui reconnaissent la présence d'un état transcendant, comment est-ce qu'ils conçoivent le rite qui leur met en relation avec un transcendant, ou peut-être le rite qui peut leur permettre d'être en relation avec les ancêtres qui ont précédé, qui ont une force intérieure à la communauté. Vous savez, par exemple, chez nous, je fais juste la parenthèse, chez nous, je suis Kabier. Là encore, c'est quoi un Kabier? Peut-être qu'on peut en parler. Oui. On dit simplement que pour parler visiblement à Dieu, pas visible, ça veut dire que pour parler dans le concret à Dieu, on passe souvent par les instances. Oui. Quand je veux faire la libation chez moi tout à l'heure, je vais prononcer les noms de ceux qui ont existé avant Balouki lui-même, et que je finisse par Balouki. Donc je donne les noms et je leur dis que, bon, en fait, je conçois que, voyant ce qu'on m'a raconté de leur existence sur Terre, ils sont beaucoup plus proches de l'être transcendant que moi, humain. Et donc, je plaide à travers eux, peut-être un certain nombre, je vais aller en voyage, je vais en examen, je vais faire ceci, j'entreprends telle entreprise. Et voilà un peu ce que je peux dire. Donc, le culte et la tradition vont de pair dans l'instauration et la perpétuation d'une culture donnée. Donc, bon, pour qu'un téléspectateur comprenne ce que c'est que la langue, c'est quoi? Vous l'aviez dit, mais je voudrais que vous reveniez là-dessus pour qu'il puisse comprendre quelque chose de spécial. La langue, je dirais que c'est la langue que nous avons dans nos bouches. Oui, bon, ce qui nous vient spontanément en tête, c'est ça. Oui, bon, j'ai fait économie de ça, je me disais que tout le monde peut comprendre. C'est vrai, tu as bien fait de revenir là-dessus. La langue, c'est d'abord ce que nous avons comme faisant partie de notre physiologie. Cet organe-là. Mais la langue, dans le sens de ce que nous réunissons ce soir, c'est une construction sociale. C'est-à-dire que construction sociale dans le sens de... C'est des gens qui se sont dit qu'à partir du moment où nous nous rencontrons, il faut qu'on s'exprime pour qu'on s'entende. Et pour s'exprimer, nous désignons des éléments qui nous entourent, des éléments que nous choisissons d'utiliser dans notre vécu quotidien. Alors en choisissant ces éléments, nous leur donnons un nom. Parce que le chien ne veut pas avec nous pour nous dire qu'il s'appelle le chien. Non, c'est nous qui avons dit qu'il s'appelle dorénavant le chien. Donc quand on dit... Est-ce que le chien est donc pour nous? Non, il n'en a pas. Il n'en a pas. Le chien n'a pas la conscience, il n'a pas la possibilité de s'exprimer et tout ça. Donc il a des gestes qu'il fait qui peuvent, que l'homme peut interpréter et comprendre un peu. Mais il ne peut pas nous dire voici l'homme, voici la femme, non. Mais nous avons choisi de l'identifier
par rapport à une chèvre pour dire lui, c'est un chien. Et c'est un code langagé entre nous. Donc, elle varie. C'est pourquoi je dis que c'est une construction sociale. Elle varie d'un milieu à un autre. Ce que j'appelle chien chez moi ici, ou ce que j'appelle peut-être banane, patate chez moi ici, peut avoir une autre connotation dans un autre espace géographique donné. Et donc, la langue, c'est pourquoi je reviens pour dire que c'est une construction sociale, c'est-à-dire pour dire que c'est la société qui décide de la mettre en place. Et donc, elle se transmet de génération en génération. Il faut alors, pour qu'elle se transmette, que des gens existent pour s'exprimer dans cette langue. Sinon, elle peut mourir, puisque c'est une construction sociale, elle naît, elle grandit, elle peut mourir. Le latin parlé dans les temps anciens en Europe a donné naissance, entre griffes, à ce qu'on peut appeler l'italien, à ce qu'on peut appeler l'espagnol, à ce qu'on peut appeler le français. Donc, c'est des substrats. Mais le latin continue pas à être exprimé, mais beaucoup plus dans le sens de l'Église catholique, où certaines messes, on l'utilise comme, entre griffes, langue officielle de la religion catholique. Sinon, le latin lui-même a disparu. Le grec parlé au temps de Jésus n'est pas le même qu'aujourd'hui. Les codes langagiers ont changé. Donc, ça voudrait dire que la langue a suivi un processus, en fait. Tout comme la culture, tout comme l'ethnie, tout comme la tribu, tout comme une tradition. Si nous comprenons bien la langue, c'est comme un bébé. Tout à fait. Il naît quelque part, il grandit, il fait son temps. Et elle meurt. Et là, je voudrais le dire, j'ai manqué de le dire, que ce soit la langue, que ce soit la culture, que ce soit l'ethnie, tous ces éléments sont en lien, en symbiose, souvent ouverts avec d'autres cultures. Ça fait que, vous savez, c'est avant la colonisation et avant peut-être la rencontre du blanc, l'esclavage et tout ça, le noir ne connaissait pas ce qu'on appelle la voiture. Quand on dit par exemple l'orée, je dis ça chez moi en Kabyle, l'orée, la voiture. Ah oui, c'est en anglais. C'est en anglais. Mais puisque ça n'existe pas chez moi, pour que je puisse l'identifier, pour que les miens aussi comprennent, j'ai adopté cela du blanc. Ça voudrait dire finalement, la langue, entre griffes kabyle, que je parle, elle n'est pas que kabyle de souche, sûr. Elle a été kabyle dans le temps. Peut-être que si les gens m'écoutent, on me dit, mais ce que je suis en train de parler, c'est le kabyle de peut-être 4e, 5e, 10e, 20e génération. Donc, quand on le dit, ça veut dire qu'en fonction de ce qui a été dit au début, peut-être que j'ai dilué certaines choses. Certaines choses ont disparu carrément de l'expression, au point qu'on peut même être tenté de te dire, ton kabyle a été dilué. Oui, je reste toujours avec vous pour cette dernière question qui m'est venue à l'esprit. Vous savez, que la plupart des temps, quand on parle certaines langues, quand vous entrez chez vous au village, on a l'impression que ce qu'on parle ici n'est pas ça. Oui, tout à l'heure, quand tu posais au début la question de est-ce qu'on peut avoir honte de sa culture et tout ça, ceux qui sont conscients, lorsqu'ils retournent au village, lorsque tu t'exprimes, et que ton interlocuteur qui est sur le terrain s'exprime, tu sens qu'il y a un décalage. Tu sens que l'expression que tu utilises, la langue que tu exprimes, c'est la même que celui qui est en face de toi. Mais ce n'est pas encore ça. Au point que certains, par exemple, pour nos parents, des fois, quand tu es en train de discuter avec lui, tu parles kabyle, à un moment donné, tu glisses le français, tu dis, mais attends, arrête. Soit tu es en français, soit tu es en kabyle. Tu ne peux pas mélanger tout. Parce que ça voudrait dire que le milieu dans lequel je vis, je ne suis pas constamment avec des gens qui parlent la langue. Et même si je suis constamment avec des gens qui parlent la langue, peut-être que le milieu, il est beaucoup plus professionnel au point que la langue officielle qui m'est autorisée de parler dans le secteur, c'est peut-être le français. Donc du coup, si je n'ai pas l'habitude de m'exprimer, une langue, elle meurt. Si je n'ai pas l'habitude de m'exprimer, je perds certains styles, certaines notions élémentaires que je devais avoir si j'étais encore dans mon lieu d'origine avec mes frères. Et là aussi, puisque je dois parler avec des gens, puisque eux-mêmes, ils ne parlent pas vis-à-vis de moi, je n'écoute pas ce qu'ils disent, je ne garde pas ce qu'ils disent, puisque la langue, on apprend. Au jour le jour, on perfectionne cette langue. Si je suis dans un milieu et que les gens parlent la même langue que moi, vous savez, spontanément, la tête devient comme un enregistreur. Vous captez certains mots, au point que vous-même vous rendez compte qu'après un mois passé, supposons que vous êtes en train de faire un projet, vous arrivez à Sokodé, vous devez vous exprimer en protocole, quelque chose comme ça. Mais la première semaine, vous avez des difficultés à dire bonjour et tout ça. Mais une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vers la fin de votre séjour, peut-être c'est 1 mois, 2 mois, mais vous vous rendez compte que au moins vous avez un minimum du code langagé des gens de Sokodé. Et pourtant, la première semaine à arriver, vous n'avez pas ça. Donc ça veut dire que la langue, c'est un apprentissage en fait. La langue, c'est un apprentissage et nous devons forger cela au fur et à mesure. Mais maintenant, pour le forger, il faut que de temps en temps, tu sois en mesure de t'exprimer avec des gens qui parlent cette langue pour qu'elle puisse exister. Sinon, elle va disparaître. J'insiste là-dessus parce qu'une langue disparaît, la culture aussi disparaît, la tradition disparaît.
D'accord, merci infiniment pour tous ces détails. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que le son dans cette émission que nous appelons Palais de l'éducation, qui passe tous les mercredis dès qu'il sonne 14 sur cette chaîne, la vraie chaîne, la chaîne de la vraie différence. Donc, je suis là aujourd'hui avec mes deux invités, Auguste Anagban, pardon, et je suis là également avec Dr Joseph Balouki. C'est avec vous deux que nous faisons cette émission. Et je voudrais rappeler le terme de cette émission à nos téléspectateurs cet après-midi. Et l'acculturation est un phénomène qui détruit nos communautés. Donc, je voudrais maintenant m'adresser à mon confrère Auguste. Et quelle est la différence entre l'acculturation et l'assimilation? Bon, quand on parle de acculturation, c'est le fait de conserver d'abord sa culture et de s'adapter à d'autres cultures étrangères. Et quand on revient au niveau de l'assimilation, c'est le fait de perdre carrément sa culture et adopter, prendre une culture comme la principale ou bien l'originale. C'est ce que je... D'accord. Et vous n'aimerez pas aller très loin parce que il y a un docteur ici à la matière. Qui dira beaucoup de choses. La charge vous revient encore une fois pour nous donner les détails sur cela. Quelle est la différence entre l'acculturation et l'assimilation des cultures? Je dirais que Auguste a dit pratiquement la même chose. Avec vous, les philosophes, ce serait une peut-être autre chose. certains détails à apporter, sinon Auguste a dit je pense que c'est juste en prenant juste au niveau de la définition des deux concepts. Nous avons dit que la culturation, c'est un processus dynamique et direct entre deux cultures, où chacune d'elles passe à l'une ou l'autre des traits culturels. Mais dans le sens de l'assimilation, c'est que le groupe, parce que souvent au niveau du phénomène de la culturation, on présente les socio-anthropologues et tout ça, on présente la chose dans le sens d'un groupe majoritaire, d'un groupe minoritaire. Donc, quand je reprends ce schéma-là au niveau de l'assimilation, nous disons simplement que le groupe minoritaire se dépossède carrément de ces traits culturels pour embrasser les traits culturels du groupe majoritaire. Au point que on peut assimiler la langue d'autrui et en ce moment, on oublie carrément sa langue. On ignore carrément sa langue. Or, dans le sens de la culturation, c'est que je maîtrise bien ma langue, je suis figé dans ma tradition, dans ma culture, mais au même moment, je reste ouvert à la culture de l'autre et j'apprends de lui. Et ça, au point que quelqu'un qui est acculturé, on peut dire que c'est un atout pour lui. Je suis arrivé dans un milieu Yoruba. Je suis fondamentalement de Ifé. Et je reste Ifé dans les faits, dans la langue, dans ma manière de vivre et tout ça. Mais j'apprends des Yoruba. Au point que jusqu'à ce que je ne quitte peut-être de là, je sais m'exprimer en Yoruba. Je sais quels sont les mets que les Yoruba préparent, qu'ils mangent. Je sais comment peut-être on peut faire la dot chez les Yoruba. Je sais comment est-ce qu'il y a un deuil chez les Yoruba, comment ça se fait le deuil chez des gens. Les cérémonies funéraires, je le sais. Mais au niveau de l'assimilation, lorsque je commence par apprendre comme ça les Yoruba, j'oublie mes traits caractéristiques. Au point que finalement, si je mets au monde un enfant dans ce milieu là-bas, que ce soit une fille, et qu'on doit la doter, finalement, au lieu qu'on fasse le rite de la dot, comme cela se fait chez moi, je l'ai fait, parce que j'ai pris Ifé Yoruba, ça devient le rite des Yoruba. Parce que je ne me retrouve pas. Je ne me rappelle pas de ce que se fait chez moi. Je deviens un déculturé carrément. Or, l'avantage en apprenant de l'autre, c'est que je renforce ma culture. Puisque la culture est dynamique, elle est en contact avec l'autre culture. J'apprends d'elle, elle apprend de moi. Donc lorsque vous permettez de perdre totalement les traits caractéristiques, les traits culturels de votre milieu, ça voudrait dire que vous êtes en train d'aller vers l'assimilation. Et on le sent beaucoup plus vers ceux qui quittent les milieux ruraux
pour revenir dans les centres urbains, ou bien je venais de dire l'exemple de l'immigration clandestine. Vous arrivez en grand nombre en France, par exemple, et peut-être que vous avez été aidé par certains frères africains avec qui vous avez certaines pratiques proches l'une de l'autre, un Sénégalais qui aide un Malien, qui aide un Ivoirien, qui aide un Togolais, tout ça. Donc vous retrouvez un peu dans la peau peut-être de l'Africain à travers peut-être la culture, peut-être que c'est encore beaucoup plus spécifique, peut-être que vous vous retrouvez en tant que Kabyais un peu, mais à un moment donné, vous perdez tout du Kabyais. Et là, vous devenez même plus français que les Français eux-mêmes. Et donc, au point qu'on se demande, mais en fait, lui là, il est des nôtres ou bien il est de l'autre côté? Parce que finalement, ceux qui vous regardent, ceux avec qui vous apparteniez avant, entre guillemets, au milieu, on se demandait, mais le gars, on ne se retrouve pas. Il était avec nous, il s'exprimait bien. Vous savez, nos frères, des fois, quand ils arrivent de l'Europe, ils font... Je n'ai pas l'intention de moraliser quelqu'un, mais il y a un choc un peu. Auguste venait de parler de l'accent. Voilà, c'est la France et tout ça. Comme si, je disais tout au début de l'émission qu'on développe un certain complexe, comme si s'exprimer en tant que Togolais, sans forcément faire allusion à cet accent, ou s'exprimer en tant que Togolais à Paris, en Kabyais, avec des frères Kabyais, serait une mauvaise chose en soi. Voilà, donc on développe des complexes au point qu'on n'arrive pas nous-mêmes à s'affirmer. Oh, qu'est-ce qui nous dit que ceux qui sont autour de nous, peut-être les Français, n'ont pas envie d'apprendre aussi de notre langue? Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais nous, déjà en les voyant, on développe un complexe au point qu'on se dit, c'est vrai, il va de soi que quand on arrive dans un milieu, qu'on apprenne à discuter avec les gens de ce milieu, dans la langue de ce milieu. Ça nous permet d'être proches. Mais en étant proche, ça ne veut pas dire d'oublier sa langue, d'oublier sa culture, d'oublier ses traits caractéristiques. Voilà un peu ce que je voudrais apporter par rapport à la définition de l'acculturation et de ce que je peux appeler encore l'assimilation. Donc disons, ce qui est à proscrire, c'est l'assimilation. Parce que je ne peux pas me permettre d'apprendre la langue d'autrui, ce qui est une bonne chose en soi, et finalement oublier carrément ce qui fait ma spécificité, ma singularité, ma particularité, donc ma langue ou bien ma culture. On peut aller même peut-être encore plus en détail. Vous êtes à Lomé, vous avez le bac au nord, vous arrivez à Lomé, vous êtes étudiant à l'université de Lomé. Et bon, vous rencontrez des frères que vous connaissez, qui vous connaissent comme relevant de votre milieu. Ah, comment tu vas et tout ça dans la langue. Et puis tu réponds en français. Non, et on continue la discussion, puis tu réponds en français. Mais ils vont se demander, mais tiens, il y a quelque chose qui ne va pas chez le gars. Ou bien c'est l'inverse. Tu es à Lomé, tu redescends, tu vas au nord, et puis en vacances ou en congé, avec les parents. Et puis tu rencontres des gens qui étaient avec toi là-bas, ils te saluent dans la langue, et puis tu réponds en français. Et donc on se demande, mais habituellement pour les parents, ils vont se dire, lui là, chez nous en langue, on dit, on l'a perdu. Ça dit que, ils se disent, mais le gars qu'on pensait peut-être qu'il va venir développer le milieu et tout ça. On développe le milieu à travers de la langue. Ah oui. Bien sûr, puisque la langue permet la communication, permet l'échange et tout ça. Oui. Et on t'envoie en études à Lomé, tu reviens, tu salues les gens en EV. Les gens avec qui tu as grandi tout le temps, ils parlaient beaucoup plus le Kabyais et tout ça. Spontanément, les grands, quand vous êtes avec eux, quand vous discutez avec eux, ils vont te dire, oh lui là, on l'a perdu. C'est fini. Il est irrécupérable en fait. Parce que ce qui fait sa particularité, ce qui fait sa singularité, qui eux permet à eux de se retrouver en lui à Lomé, il a perdu, il a ignoré. Comme si aller à Lomé, fréquenter l'université de Lomé, voudrait signifier automatiquement oublier ses traits culturels, son trait langagier et tout ça. Donc voilà un peu ce qu'on peut présenter comme différence entre ce que je peux appeler l'acculturation et l'assimilation. Est-il dit que il est du devoir de l'individu. Ah bon, je voudrais nuancer pour dire que des fois aussi, parfois cela ne dépend pas de l'individu. Je venais de le dire. Quand vous arrivez dans un milieu, je prends quel est le milieu, le pays peut-être dans lequel on a moins d'Africains, je ne sais pas, je ne connais pas, mais je peux me permettre peut-être la Russie, je ne sais pas. Bon, en tout cas, la Russie. En tout cas, un milieu où vous n'avez pas assez d'Africains, assez d'interlocuteurs de votre entre griffes ethnie. Parce que dans la définition de l'ethnie, finalement, les gens, ceux qui... quand vous sortez tout à l'heure, si vous promenez un micro-baladeur au dehors, tout à l'heure, vous demandez à quelqu'un dans la rue, c'est quoi l'ethnie, va te dire, c'est l'élevé. Mais l'ethnie, ce n'est pas que l'élevé. L'ethnie, et puis l'élevé, c'est quoi? L'élevé lui-même, c'est quoi? Donc,
lorsqu'il se retrouve dans ce milieu, ce n'est pas aussi de sa faute s'il perd les traits langagés. Mais il doit se rappeler qu'il vient de quelque part, en fait. Ah, oui. Il vient de quelque part, qu'il ne doit pas perdre de vue qu'il a des racines ailleurs. Maintenant, nous avons dit dans la définition de l'ethnie, dans les 3 caractéristiques, la troisième que j'ai donnée, c'était la conscience d'appartenance à un milieu, à une communauté. Si le gars lui-même se dit, je ne me retrouve pas en Kabien, parce que vous allez voir, hein, je disais tout à l'heure, l'ethnie, c'est un fourre-tout. Je suis Kabien, je marie une femme élevée, je mets des enfants au monde à Lomé. Oui. D'accord? Et la langue majoritaire qu'on utilise ici, peut-être, c'est l'évé. Oui. Mais à la maison, pour que mes enfants m'entendent, puisque là, les enfants passent beaucoup plus de temps avec leur maman que le papa. Bon. Pour que les enfants m'entendent, peut-être je continue peut-être en français ou en kabien. Mais eux, ceux qu'ils fréquentent souvent à l'école, c'est des gens qui peuvent être fondamentalement peut-être levés. Au point que cet enfant, peut-être quand il va grandir, peut-être qu'il parle kabien un peu, il parle lévé, il parle le français. Bon, vous allez le classer dans quelle ethnie? Si nous réduisons l'ethnie à la langue, cet enfant-là, on ne peut pas le classer. Soit il est en même temps élevé, il est en même temps kabien, il est en même temps français. C'est pourquoi je disais que lorsqu'on s'en tient à la définition de l'ethnie, on risque d'aller de côté. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sans qu'on te pose la question, tu sembles connaître ce que c'est que l'ethnie. Mais lorsqu'on te pose la question, tu tentes de décrire juste la manifestation du phénomène ethnique dans ton milieu. Au point que plusieurs socio-anthropologues disent qu'il vaut mieux aller dans le sens de comment percevoir l'ethnie que de dire qu'est-ce que l'ethnie elle-même. D'accord. Et monsieur Anaban, on constate aujourd'hui que les jeunes sont acteurs de ce fléau. Et quelles sont donc les conséquences? Bon, en fait, la conséquence directe, c'est la perte de culture. C'est la conséquence directe. On perd carrément son identité et on croit que ce qu'on apprend est mieux que ce qu'on a laissé. Moi, je vais encore revenir un peu en arrière. Et quand vous voyez les gens de Palimé, je vous assure qu'ils gardent leur accent. Peu importe ce qui se passe, ils gardent leur accent. S'il est né dans le milieu, et il a grandi à Palimé, et que même il revient à Lomé, s'il voit ses amis, je t'assure qu'il ne va pas parler le français. Il rentre directement en discussion avec son ami dans leur langue. Et c'est une fierté pour les gens de Palimé. Mais aujourd'hui, nous les jeunes, on croit que c'est une honte et on perd notre culture. D'ailleurs, ce qui fait que aujourd'hui, quelqu'un qui veut t'aider, ça c'est les conséquences. Et tu ne parles pas, sa langue autant pour moi. La personne ne va pas te reconnaître que tu viens de chez lui. Supposons que tu vas pour un emploi, et on peut favoriser des fois. Et quand tu ne favorises pas, c'est à cause de ta manifestation, de ton langage qu'on va favoriser. Mais si on applique vraiment nos langues, je crois qu'on aura un peu de favoritisme, si je peux le dire comme ça. Parce qu'on le dit souvent au Togo que les gens du Nord s'entraident entre eux. C'est parce que ils ont gardé la scène. Il y a même un terme pour ça. Ils ont gardé la scène là. Et que quand ils se retrouvent entre eux, ils ne perdent pas leur identité. Ils gardent leur identité. Donc, la conséquence directe, c'est la perte de l'identité. Après ça, c'est... qu'est-ce que je peux aussi ajouter? C'est la honte de pouvoir, de s'afficher. Et on ne veut pas s'afficher parce que mon papa a fait ci à la maison. Et si je le dis, on va dire que les gens de ce milieu-là sont comme ça, on va me battre ou bien me faire des choses impossibles. Donc, ça, c'est aussi la conséquence directe. D'accord. Mon docteur, que peut-on réellement faire pour éviter ces phénomènes dévastateurs de nos sociétés? Et les conséquences, nous savons qu'elles sont nombreuses. Tout à l'heure, lorsque Auguste parlait, il m'est revenu dans la tête ce phénomène qui se passe dans nos administrations. Vous arrivez dans une administration et puis vous déposez un dossier, vous parlez peut-être la langue, peut-être le visage de la personne. Vous avez
c'est ça aussi les traits culturels. Vous savez, nos cicatrices que nous avons, ça renvoie à certains milieux. Et lorsqu'on te voit spontanément, on se dit, ah, lui là, il vient de là. Et soit c'est celui qui veut demander service dans l'administration, qui branche la langue locale, entre griffes, soit c'est celui qui te reçoit qui dit, ah, tu viens de chez nous. Voilà. Et ça dit que le courant passe entre vous. En fait, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais en réalité, dans l'espace public, je veux parler de l'administration, il nous est demandé de parler la langue officielle comme le français. Sinon, celui qui est à côté de nous peut interpréter ça d'une autre manière. Donc, pour revenir à votre question, vous parlez des conséquences. Ce qu'il faut faire pour éviter. Bon, moi, je pense que on ne peut pas éviter l'acculturation. Je venais de le dire tout à l'heure. Peut-être que mon cabinet que je parle aujourd'hui, c'est un cabinet de 20e, 30e génération. Pour qu'il soit un cabinet de 20e, 30e génération, il a fallu que des gens quittent peut-être ma culture entre griffes, puisqu'elle est toujours... elle n'a pas une frontière close, la culture, ni la tradition, ni la langue. Elle a une frontière poreuse. En fait, c'est l'ethnie, c'est à partir de l'ethnie que les gens pensent que, en fait, nous avons des frontières. Non, nous n'avons pas de frontières. Et puis nos frontières, là, c'est dans la tête, c'est mentalement, en fait. Donc, pour le fait que l'acculturation, c'est un phénomène normal, parce que les gens se retrouvent entre eux et qu'ils parlent entre eux, c'est le phénomène conduit, dont l'élément vecteur, c'est l'homme, l'individu, on ne peut pas éviter l'acculturation. D'ailleurs, c'est quelque chose de très important, parce que lorsque j'apprends de la différence de l'autre, je grandis. Donc, ce qu'il faut peut-être éviter, c'est l'assimilation. Le fait d'apprendre de l'autre au point d'oublier carrément, fondamentalement, ce qui relève de ma singularité, de ma particularité, de mon ethnie, de ma langue et tout ça. Donc, pour revenir à ta question, on n'a pas grand-chose à faire. Et je vais même encore plus loin, sur l'espace mondial. Vous voyez, vous ne pouvez pas lutter contre l'acculturation. Vous voyez, la crise actuellement en Russie, c'est une crise, c'est un choc de civilisation entre l'Ouest et l'Est. Entre une conception, et puis la culture, c'est une conception de la vie contre une autre conception de la vie. Donc c'est une hégémonie, c'est une lutte en fait. Donc je dirais qu'on ne peut pas lutter, surtout porté par le phénomène de la mondialisation aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre l'acculturation. D'ailleurs, c'est une bonne chose d'apprendre de la langue de l'autre, d'apprendre des manières de vivre de l'autre, d'apprendre de la conception de l'autre, mais tout en gardant aussi sa manière de voir la chose. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Merci à vous, nos téléspectateurs. Merci à mes confrères Kofi Kouma Kodjo, Atou et Marc Tetevi. Et merci aux techniciens. Un grand merci à vous, nos invités. Et Dr Balouki, merci à vous. Et Monsieur Auguste Anagban, merci. Comme nous sommes déjà talonnés par le temps, nous allons aller très rapidement avec 2 secondes de mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pour dire à l'endroit des téléspectateurs que apprendre de la langue de l'autre n'est pas une mauvaise chose en soi. Apprendre des manières de vivre des autres n'est pas une mauvaise chose en soi. Apprendre être curieux pour manger les mets d'une autre culture, d'un autre milieu, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ce qu'il faut éviter, c'est d'apprendre des autres au point d'oublier fondamentalement ce qui relève de la particularité de votre milieu, de la particularité de votre espace géographique, auquel normalement vous devez vous revendiquer, ça devient carrément un miroir pour vous, vous retrouvez comme fier dedans. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Okay. Oui, moi je dirais que le fait de s'habiller comme un Français, c'est pas un mal en soi. Mais il faut aussi se rappeler qu'on vient de quelque part. Oui. Et il faut aussi garder cette tradition, sa culture. D'ailleurs, pourquoi moi, en venant, je me suis mis en tradition, parce que ça, c'est notre culture. Et je ne suis pas mis en cravate pour venir ici comme un petit Français. D'accord. Donc, c'est ainsi, nous terminons cette émission. On se retrouve prochainement dans un autre numéro, un nouveau d'ailleurs, pour vous nourrir avec d'autres thèmes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.